Bien, bonjour et bienvenue à tous. Je dois vous dire le plaisir que j'ai de vous retrouver pour une nouvelle année dans cet amphithéâtre Navarre, dont nous apprécions toujours la qualité du chauffage, surtout à cette époque de l'année. Alors, je voudrais vous avouer, vous l'aurez peut-être deviné dans l'intitulé de ce cycle de cours, que j'ai très envie de sortir de la Chine. Certes, nous sommes ici pour parler de la Chine et il n'échappe à personne que dans le monde actuel, la Chine occupe une place massive et qu'elle pèse de tout son poids, qu'on tend à mesurer en termes avant tout et même exclusivement économiques et géopolitiques. Et il m'a semblé nécessaire de nous efforcer, d'une part, d'aller au-delà des chiffres et des purs rapports de force, et d'ouvrir la réflexion sur la profondeur de la longue durée, comme nous l'avons toujours fait ici ensemble. Et il me semble également important, d'autre part, de ne pas nous conformer à la tendance médiatique à parler de la Chine, prise comme une entité existant de toute éternité, isolée, isolable, autosuffisante. Il me semble en revanche qu'il faudrait la replacer dans un espace de circulation plus large où cette prétendue Chine entre nécessairement en interaction avec d'autres qu'elle, dans un espace où elle bute sur ses limites, et dans un espace où elle se trouve confrontée à des regards critiques et même où elle se trouve renvoyée à des interrogations sur elle-même. Alors cette Chine, si longtemps et encore maintenant représentée comme le grand autre dans l'imaginaire européen, et Dieu sait que cette représentation a la vie dure, cette Chine si souvent décrite comme fermée à toute influence extérieure, en quelque sorte retranchée derrière sa grande muraille, est-ce que cette Chine n'a pas été plus diverse, plus cosmopolite, au fond, qu'on ne l'a dit? Est-ce qu'elle n'a pas eu conscience de faire partie du monde plutôt que d'être un monde à elle seule, et cela bien avant l'époque somme toute récente de l'entrée de la Chine dans la modernité et donc dans ce qu'on appelle conventionnellement le concert des nations. Donc en réalité, tout au long de ces dernières années, où certains d'entre vous m'ont accompagné, donc nous avons été amenés à sonder et à interroger sous différents angles ce que j'ai appelé la prétention chinoise à l'universalité. Alors, de manière tout à fait intéressante, c'est un universitaire japonais qui fait cette remarque, à mon sens tout à fait juste et qu'on vérifie à tout moment. Je cite:
ce que nous appelons normalement universalisme n'est qu'un particularisme qui se pense universel. Donc je pense que d'un point de vue français, nous pourrions appliquer cela également à nous-mêmes. La France a projeté aussi cet universalisme, mais qui est maintenant sous le feu des critiques comme étant donc une forme de particularisme qui se pense universel. Alors cet universitaire japonais s'appelle Sakai Naoki, le voici. Il est né en 1946, donc il fait partie de cette génération d'intellectuels japonais nés tout juste après la guerre, qui se positionne donc dans une posture critique et qui a fait sa carrière en majeure partie aux États-Unis, notamment donc à l'université Cornell, au département d'études asiatiques. Il a travaillé sur la question de la langue nationale et sur les problèmes liés à la traduction. Nous aurons l'occasion très certainement de parler de manière assez développée justement de la culture japonaise comme culture de la traduction. Et c'est quelqu'un aussi qui a remis en question donc justement ces notions d'universalisme et d'identité qui sont tellement d'actualité aujourd'hui. Et donc la citation que je viens de vous donner provient d'un de ses ouvrages qui s'intitule Translation and Subjectivity on Japan and Cultural Nationalism. Donc traduction et subjectivité sur le Japon et le nationalisme culturel. Un ouvrage publié en 1997 aux presses universitaires du Minnesota à Minneapolis, donc aux États-Unis. Donc ici, Sakai Naoki donc, s'intéresse justement à la question du nationalisme culturel et je pense que ce regard japonais va nous intéresser concernant donc la Chine, où vous avez également actuellement des phénomènes donc de regain de nationalisme culturel. Alors c'est précisément cette question de l'universalité chinoise et de ses limites qui va donc nous occuper maintenant. Dans quelle mesure est-ce que cette prétention chinoise à l'universalisme n'est au fond qu'un particularisme? Alors, il me semble que c'est un travail d'autant plus important que la prétention chinoise à l'universalité est en train de faire un retour en force avec la supposée montée en puissance de la Chine dans le contexte actuel de la mondialisation. Et c'est une question qui fait également l'objet de débats extrêmement virulents depuis quelques années en Chine même. Vous avez pléthore d'ouvrages, d'articles, de blogs sur Internet sur la grande question « Qu'est-ce que la Chine ?» Alors, il s'agira pour nous d'examiner comment cette universalité à la chinoise, d'abord, s'est constituée, mais aussi comment elle s'est trouvée décentrée, notamment dans ses contacts avec l'Inde, et comment elle s'est trouvée même contestée, en particulier dans son interaction avec le Japon. Et là, nous venons d'en voir un exemple donc, à travers les travaux de Sakai Naoki. Ce sont là donc
l'Inde et la Chine, donc deux des principaux voisins de la Chine, donc l'un à l'est pour le Japon, l'autre à l'ouest pour l'Inde, qui ont chacun à sa manière joué un rôle tout à fait déterminant dans l'histoire culturelle chinoise. Alors, le cours de l'an dernier, si certains d'entre vous s'en souviennent, a été consacré donc à la phase préparatoire de ce nouveau cycle dont l'intitulé général est Universalité, mondialité, cosmopolitisme. Et entre parenthèses, donc, nous avons la Chine située entre le Japon et l'Inde. Alors, bien évidemment, vaste programme, allez-vous me dire, qui va de fait nous occuper pendant quelque temps. Alors, le cycle précédent, c'est-à-dire pendant toutes les années précédentes, avait cherché à cerner ce qu'il faut entendre par confucianisme, ce isme qui est censé constituer le noyau dur, voire pour certains à l'heure actuelle, qui constitue tout simplement l'intégralité de la vision du monde propre à ce qu'il est convenu donc d'appeler la Chine. Alors je rappelle à ce propos que les cours sont disponibles en audio et en vidéo, donc podcastables à tout moment et à toute heure gratuitement sur le site du collège. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours revenir donc sur les cours des années précédentes. Alors nous avons vu que après avoir été perçus sur le mode philosophique par les élites européennes des Lumières, informées notamment par les missionnaires chrétiens, les missionnaires jésuites, présents en Chine au XVIIe et au XVIIIe siècle, ce confucianisme s'est vu relégué au statut de religion par le magistère philosophique européen, puis par une science nouvelle apparue donc à la fin du XIXe siècle, la science des religions, donc dans cette Europe du XIXe siècle. Et ensuite, à la suite des désastres, des guerres mondiales et des génocides à grande échelle du XXe siècle, le confucianisme est réapparu sous les traits d'un nouvel humanisme à prétention universaliste. Et c'est donc cette version moderne, voire postmoderne, que l'on voit ressurgir dans la Chine actuelle depuis sa sortie de l'ère maoïste dans les années 1980, et plus encore aujourd'hui avec donc cette montée en puissance ou prétendue montée en puissance dans un contexte mondialisé. Donc, il s'est agi pour nous de chercher à évaluer la portée universelle de cette vision confucéenne du monde en remontant à ses origines ancrées, comme nous l'avons vu, dans le ritualisme caractéristique de la civilisation chinoise ancienne. Donc, je rappellerai ici donc les grandes lignes de ce que nous avons vu ensemble. Nous avons pu ainsi constater que cette civilisation chinoise est sous-tendue par une conception qu'on a pu qualifier d'anthropo-cosmique. Alors je m'explique. Il s'agit donc d'une vision dans laquelle le monde humain, donc anthropos, est dans une relation de continuité avec ce qui le dépasse et l'englobe, c'est-à-dire donc
l'univers naturel et cosmique, mais aussi le monde que les anciens Romains appelleraient le monde numineux, c'est-à-dire le monde invisible des puissances suprahumaines. Donc nous avons au fondement de cette continuité anthropocosmique, c'est-à-dire qui relie le monde de l'humain et tout ce qui le dépasse, c'est-à-dire à la fois la dimension cosmique et la dimension suprahumaine. Donc au fondement de cette continuité se trouve ce qui relie le monde des vivants à celui des ancêtres, perçus comme ayant fait partie de la communauté humaine, tout en ayant le pouvoir d'intercéder auprès des esprits et des divinités, quand ces ancêtres ne sont pas eux-mêmes divinisés. Donc, les ancêtres ont joué véritablement un rôle essentiel de médiation donc, entre le monde des vivants et celui des morts ou celui des esprits ou des mânes, des défunts. Donc le culte des ancêtres est certainement le plus ancien, le plus pérenne et le plus largement répandu de l'histoire de la civilisation chinoise, notamment sous les formes privilégiées qu'il a prises des rites de deuil et de la piété filiale. Donc ces formes qui perdurent dans une certaine mesure encore aujourd'hui dans toutes les sociétés d'ascendance chinoise, non seulement en Chine, mais aussi à travers le monde. Et c'est ce continuum entre l'humain et le suprahumain qui rend précisément malaisé, voire impossible, de le faire entrer dans la catégorie de religion telle qu'elle s'est élaborée dans la perspective des religions monothéistes que nous connaissons mieux plus près de chez nous, mais sans pour autant lui retirer de son caractère universel. Donc nous avons quelque chose ici d'assez particulier qui a fait l'objet évidemment de discussions qui perdurent encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on me demande fréquemment, mais ce confucianisme, est-ce que c'est une philosophie ou est-ce que c'est une religion? Et donc j'ai eu l'occasion avec vous de développer de manière assez conséquente donc, au fond la généalogie de ce genre de questionnement qui est proprement européen et qui place justement ce ritualisme confucéen en porte-à-faux par rapport à toutes les catégories instaurées en Europe dans lesquelles on voudrait le faire entrer. Alors, si nous nous sommes penchés aussi longuement sur le caractère continuiste de cette vision anthropo-cosmique et ritualiste de la Chine ancienne, c'est qu'il se trouve véritablement au cœur du questionnement qui concerne ce que nous avons appelé la prétention chinoise à l'universalité. En effet, d'une part, ce continuisme permet d'englober en un seul tout ce que les sources chinoises appellent le ciel, la terre et l'homme, dans cette grande triade donc anthropo-cosmique. Et dans ce sens, ce continuisme est même plus qu'un universalisme. Et là, je reprendrai donc les termes d'un anthropologue social originaire du Sri Lanka, ce qu'on appelait auparavant Ceylan, donc, qui a fait sa carrière donc également aux États-Unis. Comme par hasard, il est passé également par
l'université Cornell, également à Chicago, à Harvard. Il s'agit donc de Stanley Jeyaraja Tambia, né en 1929, mort tout récemment donc en 2014. Et donc cet anthropologue d'origine sri-lankaise a travaillé donc sur les relations entre l'anthropologie des religions et plus particulièrement donc le bouddhisme du Theravada, donc pratiqué dans les aires culturelles sur lesquelles il a travaillé, donc entre l'anthropologie des religions et la dimension sociopolitique. Son terrain a été bien sûr le Sri Lanka, donc de ses origines, mais il a travaillé également en Thaïlande et en Asie du Sud-Est. Et donc la citation que je vais vous donner provient d'un ouvrage qui est paru en 1985 aux presses universitaires de Harvard, qui s'intitule Culture, Thought and Social Action, an Anthropological Perspective. Donc, culture, pensée et action sociale, une perspective anthropologique. Et donc, Stanley Tambia donc, décrit ce que j'ai appelé donc ce continuisme anthropocosmique dans les termes suivants. Il décrit plus largement dans d'autres contextes socioculturels la mise en relation de ce qu'il appelle des, je cite, donc des frameworks of concepts and relations which treat the universe or cosmos as an ordered system, describing it in terms of space, time, matter, and motion, and peopling it with gods, humans, animals, spirits, demons, and the like. Donc, il s'agit donc de la mise en relation de cadres, de concepts et de relations qui traitent l'univers et le cosmos comme un système ordonné et qui le décrivent en termes d'espace, de temps, de matière, de mouvement, et qui le peuplent de dieux, de divinités, d'humains, d'animaux, d'esprits, de démons et d'autres êtres de cette espèce. Donc, Tambia, de la même façon, donc, décrit ce qu'il appelle une totalité, la construction de totalité, que j'ai appelé donc continuisme. Alors, d'autre part, l'universalisme ritualiste confucéen assure aussi, comme vient de le dire Tambia, donc également une continuité dans le temps. Et ceci est affirmé pratiquement à chaque page dans les sources ritualistes que nous avons citées et étudiées. Donc l'homme, c'est-à-dire le monde humain, a sa constance tout comme le ciel-terre, de par la transmission continue d'une certaine idée de l'humanité civilisée de génération en génération. Transmission ininterrompue qui se traduit en termes ritualistes par la parfaite continuité entre piété filiale et culte aux ancêtres et aux parents défunts. C'est-à-dire qu'il y a donc une continuité entre la vénération marquée aux parents vivants, ça c'est le propre de la piété filiale, et les cultes rendus aux morts. Donc,
on peut constater très facilement que les rites funéraires et les rites de deuil, qui sont décrits par le menu, en particulier dans le traité des rites, en chinois le Li Ji, ce Li Ji qui fait cette année encore l'objet de notre séminaire de lecture. Alors j'ouvre une petite parenthèse d'ordre pratique sur ce séminaire qui est, disons, plutôt adressé à des auditeurs capables de lire du chinois ancien, parce que sinon c'est un petit peu difficile à suivre. Donc ce séminaire a été annoncé sur le programme papier par erreur comme commençant à 16h. En réalité, il ne commence qu'à 16h30 dès cet après-midi, donc, et pendant 1h30, donc de 16h30 à 18h, il a lieu en salle 4 ici même. Mais encore une fois, je le recommande essentiellement pour des gens qui sont capables de suivre la lecture en chinois ancien. Alors donc, ces rites funéraires et ces rites de deuil donc, consistent, on l'a vu, en des jeûnes de purification qui avaient pour but de parvenir à visualiser les défunts comme ils étaient de leur vivant. Donc il y a une sorte de, comment dire, au fond de transe sacrée dans laquelle vous entrez par des pratiques de purification, de jeûne, de méditation, où vous finissez par voir donc les défunts comme ils étaient de leur vivant. Et ces rites funéraires comprennent également des offrandes sacrificielles qui doivent être faites aux défunts comme s'ils étaient présents ou encore vivants. Oui, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer la photo de M. Tambia, donc quelqu'un dont on se souvient comme vraiment un très grand savant et en même temps quelqu'un, vous voyez, avec un très bon sourire. Donc, je reviens un instant donc, sur certaines citations clés que nous avons étudiées précédemment. Donc, vous avez en haut de la diapositive cette formule très souvent citée des entretiens attribués à Confucius, donc en chinois le Yu, qui vous dit ceci, donc Ji Ru Zai, Ji Shen Ru Shen Zai, Zi Yue Wu Bu Yu Ji, Ru Bu Ji. Donc, traduction, on offre des sacrifices sous-entendu à ses parents défunts comme s'ils étaient présents. De même qu'on sacrifie aux esprits comme s'ils étaient bel et bien là. Ce qui fait dire au maître, donc, dont on suppose que c'est Confucius, si je ne participe pas véritablement au sacrifice, c'est comme s'il n'y avait pas sacrifice. Donc, on comprend dès lors l'importance et la récurrence du comme si, c'est-à-dire cet élément Zhu que j'ai souligné en rouge ici, c'est-à-dire de cette dimension du comme si dans les textes ritualistes. C'est-à-dire qu'il faut constamment se tenir sur le fil du rasoir, c'est-à-dire sur la mince frontière entre, d'une part, le fait de considérer les morts comme vraiment morts et définitivement enterrés, ce qui, selon Confucius, serait un manque d'humanité, c'est-à-dire donc d'oublier purement et simplement les morts parce qu'ils sont morts, donc on considère que on peut les oublier, et de l'autre, le fait de considérer les morts comme faisant encore partie intégrante du monde des vivants.
ce qui, toujours selon Confucius, serait déraisonnable, parce que du coup, les morts envahiraient complètement l'existence des vivants. Il faut donc faire comme si, mais seulement comme si, les parents défunts étaient encore là pour garder leur mémoire vivante et leur exprimer donc la vénération et la reconnaissance qui leur est due, mais en même temps signifier clairement qu'on est dans le comme si, c'est-à-dire de façon à ce que la vie des vivants puisse continuer sans être totalement grevée par celle des morts. Donc c'est ça qui explique justement la récurrence de ce terme « ru », c'est-à-dire du « comme si » dans ces textes. Marcel Mauss, dont vous avez le nom ici, avait donc quelques raisons d'observer qu'en Chine, je cite, « la vie des morts encombre celle des vivants ». Et on pourrait même aller jusqu'à dire que le ritualisme funéraire fait que la vie des morts menace à tout moment de vampiriser celle des vivants. Et de façon analogue, il y a un risque de vampirisation de la vie des enfants dans les pratiques de la piété filiale qui sont fondées essentiellement sur le devoir de nourrir les parents. Alors de manière matérielle de leur vivant, c'est-à-dire subvenir à leurs besoins, puis de manière symbolique après leur mort, c'est-à-dire à travers donc les sacrifices qu'on offre aux parents défunts. Et vous avez donc ce parallèle rappelé dans le traité des rites qui vous dit donc Junzi Sheng Ze Jingyang, Si Ze Jinxiang. Donc j'ai séparé donc les membres de phrases à dessein pour vous montrer justement l'effet de parallélisme. Donc Junzi, c'est donc l'homme de bien, c'est l'idéal confucéen, donc Sheng, c'est-à-dire du vivant des parents, met tout son respect à Yang, donc à les nourrir, et Si, donc une fois qu'ils sont morts, il met tout son respect à Xiang, c'est-à-dire à leur offrir des sacrifices, à leur faire des offrandes sacrificielles. Donc, sans connaître le chinois, vous entendez donc, vous voyez l'effet de parallélisme, donc les constructions parallèles, et l'effet de rime entre yang et xiang. Donc, dans l'éducation traditionnelle chinoise, l'inculcation de la piété filiale dès l'enfance a parfois donné lieu à ce que Jean-François Bilter, donc un éminent sinologue de Genève, a qualifié, je cite, de forme obsessionnelle, voire pathologique. Et nous avons vu que la pratique obsessionnelle de la piété filiale peut, dans ses formes les plus extrêmes, confiner au cannibalisme et a été à ce titre récusée radicalement par les intellectuels et les écrivains de la modernité chinoise, tels Lu Xun, qui a vécu entre 1881 et 1936. Donc Lu Xun, qui a écrit à ce sujet des textes extrêmement puissants dans les années 1920-1930, ou encore, bien plus près de nous, l'écrivain chinois qui a obtenu donc, le prix Nobel de littérature en 2012, Moyen, donc, qui lui aussi, dans certains de ses romans, fait allusion à des pratiques cannibales, appelées justement par cet excès de piété filiale. Alors, si la dénonciation des excès, des revers et des effets pervers du continuisme a quelques raisons d'être aussi radicale,
c'est que cette piété filiale a probablement été la caractéristique majeure et centrale de la vision confucéenne du monde et de la société, autant dire le facteur principal de sa prétention à l'universalité, c'est-à-dire donc universalité à la chinoise s'entend. Donc la source textuelle qui a fait de la piété filiale une valeur universelle au sens propre du terme est sans doute le livre canonique qui lui est consacré, à savoir donc le Xiaojing, c'est-à-dire littéralement le livre canonique de la piété filiale. Donc nous avons vu que ce livre, dont on discute encore de la datation, mais constitue généralement donc à l'époque Han, c'est-à-dire donc cette dynastie tout à fait fondatrice de l'ordre impérial chinois, donc qui a duré 4 siècles, entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le IIe siècle après. Donc, ce livre de la piété filiale serait, selon certains, donc une invention propre à cette phase fondatrice de l'ère impériale et a été motivé par des considérations d'ordre purement idéologique. De fait, son mode de rédaction, qui est extrêmement, répétitif, martelé, fait penser effectivement à quelque chose qui est appelé par des motifs purement idéologiques. Et c'est en tout cas donc ce livre canonique de la piété filiale qui donne à la piété filiale donc une dimension proprement métaphysique, équivalente, qui fait de la piété filiale carrément le fondement du Tao, c'est-à-dire de la voie. Alors, dans un chapitre qui s'intitule Sancai, c'est-à-dire donc les 3 puissances cosmiques que sont le ciel, la terre et l'homme, cette piété filiale est tout simplement rapportée à cette triade cosmique. Je cite donc Ziyue, Fu Xiao, Tian zhi jing ye, Di zhi yi ye, Min zhi xing ye. C'est-à-dire donc, là aussi il s'agit d'un propos attribué à Confucius. Le maître dit la piété filiale, c'est ce qui fait donc la constance du ciel, le sens du juste de la terre et la bonne conduite des hommes. Ici, min, qu'on traduit en général par le peuple, en fait est mis pour Zhen, c'est-à-dire pour l'homme ou l'ensemble des êtres humains. Donc là, ici aussi, vous voyez cet effet de parallélisme entre les 3 membres de phrase qui évoquent donc les 3 puissances cosmiques, Tian, le ciel, Di, la terre, et Min, ou Ren, donc l'homme. Et donc, outre le continuum entre le cosmos et le monde humain, entre les vivants et les morts, il faut souligner aussi le continuum que la piété filiale assure entre la dimension familiale et la dimension politique. En effet, donc, la piété filiale, c'est ce qui fonde le lien de sang, le lien naturel, organique, entre le père et le fils. Or, ce lien naturel, organique, est tout simplement le modèle archétypal du rapport politique entre le prince et ses ministres, ou le prince et ses sujets. Donc, il est tout à fait frappant que dans ce système ordonné du monde chinois, c'est donc la relation de sang entre le père et le fils qui sert de modèle pour la relation politique entre le prince et ceux qui sont sous son autorité.
Et donc, c'est cette dynastie Han, à travers ce livre canonique, qui a pu établir une véritable homologie entre donc Xiao, piété filiale, et Zhong, c'est-à-dire la loyauté, qui doit en principe caractériser le rapport idéal entre le prince et son ministre, ou plus exactement donc le ministre et son prince. Alors ce mot loyauté, nous l'entendons beaucoup prononcé en ce moment dans notre actualité politique. On pourrait dire qu'il y a un devoir de loyauté du ministre envers son prince. Mais ici, vous voyez que c'est quelque chose qui, en principe, est fondé donc dans un lien de sang. Alors, cette piété filiale, qui a fini par gagner véritablement tout le corps sociopolitique du début de l'ère impériale sous la dynastie Han, donc définit au fond un monde civilisé qui est bordé et borné par les rites, qui est donc constitué d'un tissu très serré de relations de continuité qui se croisent en tous sens. Et l'un des fils principaux qui traverse tout ce maillage, c'est précisément la piété filiale. Alors, de nombreuses sources textuelles de la fin de l'Antiquité et du début de l'ère impériale, c'est-à-dire donc nous sommes entre le IVe et le IIe siècle avant l'ère chrétienne, témoignent donc d'un continuum qui se présente dans un rapport d'homologie, c'est-à-dire que vous avez en fait des niveaux différents, à des échelles différentes, mais dans des rapports semblables. Alors, je m'explique. Vous avez dans un certain nombre de sources textuelles d'origines très diverses. Vous en avez qu'on a rattachées donc à la tradition confucéenne, mais également d'autres qu'on a rattachées à la tradition dite taoïste. Donc, dans toutes ces sources textuelles, vous retrouvez donc le rapport d'homologie entre 3 niveaux ou 4 niveaux, c'est-à-dire donc la dimension universelle du tianxia, c'est-à-dire de tout ce qui est sous le ciel, autrement dit donc l'univers entier. En dessous, donc à une échelle plus restreinte, l'échelle du Guo, c'est-à-dire le pays. Ensuite, à une échelle encore plus restreinte, donc la famille, Jia. Et enfin, donc, la dimension individuelle de la personne, sous-entendu donc la plupart du temps du souverain, le Shen. Et cet étagement de l'ordre sociopolitique sur plusieurs niveaux se retrouve dans une phrase bien connue du Mencius, en chinois le Mengzi. Mencius, qui est donc considéré comme un des héritiers de l'enseignement confucéen au IVe siècle avant l'ère chrétienne, où vous avez donc cette citation Mengzi yue, ren you hen yan, jie yue, tianxia guo jia. 天下之本在国，国之本在家，家之本在身。Donc, Maître Meng, donc, que les jésuites ont également latinisé en Mencius, de même qu'ils ont latinisé Confucius en Confucius. Donc, Maître Meng Mencius dit les gens ont cette expression consacrée, donc Tianxia Guojia, c'est-à-dire donc monde, pays, famille.
donc expression consacrée qu'il développe pour sa part en disant donc la racine pen, ou le fondement du tianxia, de tout ce qui est sous le ciel, c'est-à-dire du monde, est dans le pays. La racine ou le fondement du pays est dans la famille, et la racine de la famille est dans la personne du chef de famille, c'est-à-dire ici, je pense, il est fait référence donc à la figure du père. Alors, toutes ces citations, donc j'ai rappelé simplement celle de Mencius parce que c'est vraiment la plus ramassée, trouvent un écho également dans le début non moins fameux d'un texte devenu canonique qui s'intitule donc La Grande Étude, auquel donc nous avons consacré un volume collectif. Alors cette grande étude était à l'origine un chapitre du traité des rites et ensuite a pris son autonomie en tant que texte canonique propre et a eu un retentissement très large, non seulement en Chine, mais aussi dans ce qu'on a appelé le monde sinisé, c'est-à-dire donc en Corée, au Japon et au Vietnam, pendant au moins un millénaire. C'est donc véritablement un texte qui a un statut équivalent aux évangiles dans le monde chrétien. Alors, cette idée que nous avons ces différents niveaux, c'est-à-dire monde, pays, famille, personne du souverain, est développée dans le début du texte qui décrit une progression graduelle, par étapes, continue, à partir du développement personnel donc, du souverain, qui se diffuse par, on pourrait dire, cercles concentriques, d'abord à l'échelle de la famille, ensuite à l'échelle du pays. Donc, vous avez ici les expressions. Donc, il s'agit de commencer par se cultiver soi-même, xiushen, ensuite réguler la famille, qijia, ensuite zhiguo, c'est-à-dire gouverner le pays, et enfin ping tianxia, c'est-à-dire donc pacifier l'univers entier. Et donc ce processus qui part de la culture morale personnelle du souverain et qui poursuit en cercle concentrique continu jusqu'à arriver à la dimension mondialisée, on pourrait dire, ou cosmique, est une sorte de fiction, d'une continuité entre la culture morale de l'élite gouvernante et le contrôle politique du corps social. Donc vous auriez en fait une sorte de continuité entre l'éthique, c'est-à-dire la dimension de la culture de soi du souverain, et la dimension politique du zhiguo, du gouvernement du pays, ou ce que dans un autre texte on appelle la sainteté intérieure, le neisheng, et la royauté extérieure, le waiwang. Donc vous avez ici deux dimensions donc, de la pratique confucéenne qui sont vraiment deux dimensions qui ont perduré dans toute l'histoire impériale chinoise. L'idéal confucéen s'est traduit justement constamment dans ces deux dimensions qui sont indissociables, c'est-à-dire donc la dimension éthique individuelle et la dimension de la gouvernance politique. Et il est tout à fait intéressant de retrouver justement cette fiction, parce qu'il est évident que nous avons ici l'exemple d'un idéalisme confucéen. Nous le retrouvons à l'heure actuelle dans les propos
d'un universitaire sino-américain, Tu Heming, que nous avons déjà rencontré, donc, qui dit que de la même façon que le soi, c'est-à-dire la personne doit comment dire, surmonter l'égoïsme pour devenir authentiquement humaine, la famille doit surmonter le népotisme pour devenir authentiquement humaine. Et par analogie, la communauté humaine doit surmonter l'esprit de clocher, l'État ou le pays doit surmonter l'ethnocentrisme et le monde doit surmonter l'anthropocentrisme pour devenir authentiquement humain. Et à la lumière de cet humanisme confucéen inclusif, le soi transformé à la fois sur le plan personnel et collectif transcende l'égoïsme, le népotisme, l'esprit de clocher, l'ethnocentrisme et l'anthropocentrisme pour former un seul corps avec le ciel, la terre et les 10 000 êtres. Donc ici, Tu Heming, dont j'ai traduit directement une citation donc en anglais, reprend ici donc les différents stades par lesquels passe le développement continu de la personne morale du souverain, donc en cercle concentrique de plus en plus large. Donc vous retrouvez dans ces propos la famille, la communauté, l'État, le monde, et conclut sur le caractère tout englobant, universaliste de l'humanisme confucéen. Et ce propos de Tu Heming se finit sur ce qui est une citation, ne faire plus qu'un seul corps avec le ciel, la terre et les 10 000 êtres. Et nous avons ici une allusion à la formule du grand penseur d'époque Ming, c'est-à-dire au XVe, XVIe siècle, donc Wang Yang-ming, qui, dans un texte fameux, qui en fait s'intitule Questions sur la grande étude, Ta Xue Wen. Donc, il s'agit donc d'un texte qui porte précisément sur cette grande étude que j'ai mentionnée à l'instant. Donc, dans cette citation très célèbre, Wang Yang-ming dit ceci, donc, Da ren zhe, yi tian di wan wu wei yi ti zhe ye, qi shi tian xia you yi jia, Zhongguo you yi ren yan. Donc, le grand homme, ou si vous voulez le sage, est celui qui conçoit le ciel-terre, tiandi, et les 10 000 êtres comme un seul corps. Il considère Tianxia, donc tout ce qui est sous le ciel, c'est-à-dire le monde, comme une seule famille, et Zhongguo, c'est-à-dire le pays du milieu, comme un seul homme. Et je rappellerai que cette phrase de Wang Yang-ming est à son tour une référence à une formule du traité des rites, c'est-à-dire qu'il dit elle aussi, donc il s'agit de prendre le monde comme une seule famille et Zhongguo, le pays du milieu, comme un seul homme. Alors, si tout ça vous paraît être du chinois, c'est normal. Mais d'un autre côté, nous nous posons à l'heure actuelle beaucoup la question de savoir justement si nous habitons un monde commun. Il se trouve que aujourd'hui, je vais répondre justement dans un entretien donc essayer de répondre à cette question justement, est-ce que nous vivons véritablement dans un monde commun ? Nous vivons dans un monde qui est traversé par naturellement de multiples tensions, des conflits extrêmement violents,
qui viennent justement perturber notre paix sociale jusque chez nous. Donc, c'en est terminé maintenant de ce sentiment de confort, qui nous a protégés pendant quelques décennies. Et la question de savoir si nous habitons vraiment un monde commun est une question tout à fait d'actualité. Et on peut dire qu'ici, en fait, les Chinois, dans leurs sources textuelles antiques, ont affirmé donc d'emblée que nous habitons un monde commun. Alors certes, ce qui est intéressant ici, et nous allons y revenir donc dès la prochaine fois, c'est que nous avons dans ces formulations antiques une combinaison entre la notion d'universalité avec ce terme de tout ce qui est sous le ciel. Nous sommes tous, autant que nous sommes, pas uniquement d'ailleurs des humains, mais aussi justement monde animal, monde végétal, monde minéral, monde des esprits et des divinités. Nous sommes sous le ciel, sous un ciel commun. Et cet universalisme du sous le ciel est comment dire, associé avec la centralité de Zhongguo, la centralité de la Chine, de ce pays du milieu. Donc c'est ça qui véritablement est au cœur de notre problème que nous allons développer ensemble par la suite. Mais toujours est-il que nous partons là véritablement d'une vision du monde extrêmement, comment dire, stable, rassurante en quelque sorte, d'un monde que nous avons la capacité de comprendre. Ça, c'est vraiment véritablement au cœur de l'optimisme confucéen. Et c'est un monde que, disons, la culture, la civilisation chinoise s'est efforcée de considérer comme un monde qu'on peut aimer. Nous aimons être au monde, puisque c'est le monde qui nous est donné d'habiter, mais la question se pose actuellement de savoir si nous aimons encore le monde que nous habitons. Donc je vous laisse avec cette grande question et nous reprendrons ceci la prochaine fois. Merci.